Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'était promis la dernière fois que je vous expliquerai un petit peu et quand j'aurai le rapport du Bank of America, donc l'ancien Merrill Lynch, enfin ils continuent de bosser ensemble, mais ça a été absorbé. Donc le rapport est sorti, il sort à peu près tous les mois et c'est un rapport, l'avantage de ce rapport-là, c'est pas comme CNBC, etc. C'est que c'est vraiment sur la base de professionnels. Ce qui n'empêche pas évidemment ce professionnel d'avoir le même type de biais comportementaux, psychologiques que nous, tout simplement. Mais voilà, on a quand même quelques stats et que je prends un petit peu plus sérieusement. Donc, cet indicateur, évidemment, c'est toujours la même chose, faut pas le prendre pour argent comptant, mais dans l'idée, voilà, ça vous donne un sentiment de marché. Ça, c'est très important pour avoir cette vue un petit peu macro. Et après, on va zoomer dans le micro et on va zoomer derrière dans notre timing avec l'analyse graphique. Voilà, pour moi, les trois piliers vraiment de l'investisseur sont dans ces aspects-là. La première partie donc on a sur la gauche, c'est leur signal. Donc le signal maintenant il est à 7,2, ça veut dire que vous voyez il est en train de chauffer, mais il n'est pas non plus en surchauffe. Je rappelle, la problématique c'est toujours la même chose, c'est toujours le timing. Alors comment il calcule ça? Il calcule de différentes manières, mais on va dire on a les grandes étapes ici. Pour moi, ce qui va vraiment, ce que je regarde vraiment, c'est à chaque fois alors au niveau, il regarde le marché du crédit, il regarde les hedge funds, comment ils sont positionnés, il regarde au niveau du souffle, donc ça c'est la force. Ça, voilà, ce que l'on a ici en gros, qu'est-ce que ça nous dit, le Bank of America, et comment il faut le comprendre? C'est en gros quand vous êtes à 7, c'est pas vraiment que vous êtes encore en vente, c'est qu'on est vraiment dans un marché haussier qui est acheteur, et donc on a de la force acheteuse. Par contre, on commence un petit peu de manquer de souffle. Et quand on manque de souffle, ça veut dire que sans remettre en cause la tendance de fond, il faut s'attendre éventuellement à de la volatilité, à de la nervosité, mais sans pour autant handicaper et renverser complètement la table et renverser la tendance de fond. Donc c'est ça que ça nous dit sur cet indicateur-là. Et au niveau, moi ce que je regarde aussi, c'est au niveau des positions cash. Et ce que l'on a sur ces positions cash, c'est que justement, il n'y a plus beaucoup de cash au niveau que ce soit des hedge funds, des fonds. Tout le monde est très investi, surinvesti même, parce qu'on a des effets de levier. Quand vous avez plus de cash, on va chercher de l'effet de levier. Et donc, là, c'est là d'où la volatilité peut venir, parce que comme vous avez de l'effet de levier, dès que vous allez avoir la moindre baisse, peu importe le prétexte, c'est pas bien grave. Donc au niveau de ce cash, il n'y en a plus beaucoup. Donc on prend du levier, et ce qui se passe quand vous prenez du levier, évidemment, c'est que dès que les marchés, pour une raison ou une autre, décideront de baisser, c'est là où vous avez ce que j'appelle souvent le prorata, et cette volatilité qui se met en place, parce que vous avez un paquet d'appels de marge également, et donc c'est ça qui peut créer. Vous avez beau avoir de bons business, etc., rien ne change fondamentalement, il faudra s'accorder à avoir des titres qui ont eu des bonnes semaines, ont commencé à perdre 5-10%, et ça d'une manière assez volatile, parce qu'aussi il va falloir bien mettre en place que ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est qu'on a eu énormément de flux entrants, donc énormément de cash qui s'est positionné. Au-delà de cela, ça manque quand même de cash au niveau des fonds, etc. Et donc, en plus, on rajoute de l'effet de levier. Et pour moi, ce qui s'est passé avec Archegos, là, dernièrement, c'est une alerte de marché, et ça, vous l'avez chez beaucoup de hedge funds, etc. Et donc, les dommages collatéraux, évidemment, peuvent augmenter. Et donc, c'est ça vraiment où il faut faire attention, c'est cet effet, justement, appel de marge, où vous pouvez avoir des marchés qui font des prorata bien plus puissants que ce que vous ne pensez. Et on avait eu ça en janvier 2018, pour ceux qui étaient déjà là. On est sorti d'un marché haussier très fort sur l'année 2017, et sans remettre en cause la tendance de fond, on ne la remettra en cause qu'à l'été 2018, on se posera des questions, mais vous aviez eu une première jambe de prorata, et là vous avez eu des appels de marge, etc., qui font qu'on va creuser quand même de manière assez profonde. C'est ça le risque aujourd'hui. Le risque, ce n'est pas que le marché se renverse, on ne renverse pas une tendance haussière comme ça aussi facilement. Le risque, c'est la volatilité, c'est, comme je vous dis, le manque de souffle, et donc le manque de souffle, ça vient de positions qui sont prises avec du levier à crédit, parce qu'on commence à manquer de cash. Et ce qu'on peut penser également, on a vu tous ces flux qui sont arrivés sur les marchés entre fin d'année 2020, début d'année 2021, on l'a bien senti, mais ce que l'on sent également aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement encore des flux entrants, mais globalement beaucoup moindres. Donc on commence aussi à manquer de cash. On part du principe que l'argent qui devait s'investir, c'est très certainement en grande majorité déjà investi.
Donc du coup, ici on a l'indicateur de sentiment de marché et on voit qu'il reste un petit peu de marge, mais globalement voilà, on commence à arriver sur des niveaux où tout le monde est acheteur. Hein, et quand tout le monde est acheteur, bien entendu, c'est là où il faut être un petit peu contrariant. Donc ça évidemment c'est des indicateurs où être contrariant, ça ne vous donne absolument pas le timing. On peut très bien continuer encore à faire des poussées haussières, bien entendu, pendant encore pas mal de temps. Et partir en surchauffe sans que, évidemment, on ait le retournement. Donc c'est juste de l'indication macro. Ça doit vous permettre de prendre un petit peu du recul et de vous préparer à un certain scénario, c'est-à-dire que si en effet le marché redevient volatile, si en effet on commence à avoir ces prorata comme ça qui sont puissants, vous êtes prêt. Et donc la seule question à vous poser, c'est dans votre préparation de vous dire, je continue bien entendu à suivre mes tendances, je continue à suivre mes signaux, mais potentiellement par rapport à mon portefeuille, par rapport à mes objectifs, si en effet ce risque-là pour moi c'est important et je ne veux pas le prendre pleinement, ben je pars plutôt dans une réduction de mes tailles de position. Je pars plutôt dans une réduction de la voilure. Hein. On continue de suivre le marché, on continue de suivre les tendances et les signaux, mais potentiellement, si on veut être un petit peu plus défensif, on va le faire pas en sortant tout le portefeuille, ça c'est jamais la bonne façon de faire, surtout qu'on n'a pas de signaux, c'est juste en réduisant un petit peu les tailles de position que l'on va prendre. Du coup, quand on parle de flux, pour bien comprendre, il y a ce graphique-là qui sort du rapport justement de Bank of America. Et je vais vous dire pourquoi il faut le prendre avec des pincettes, donc pour faire écho à une précédente vidéo que j'avais pu faire. Donc vous voyez ici, alors, il regarde justement les flux entrants sur les 5 derniers mois, c'est 569 milliards. Et il compare ça au flux entrants sur les 12 dernières années à 452 milliards. Forcément, quand vous regardez ça, vous vous dites « Oh, c'est énorme !» Et puis ça, c'est que les fonds qui sont allés chez les professionnels, hein, donc dans tout ce qui est fonds de placement, etc. Vous devez rajouter tout ce qui est allé directement dans des trackers, vous devez rajouter tout ce qui est allé dans de l'investissement individuel. Donc quand on rajoute tout ça, on est à plus de 1600 milliards qui sont arrivés là sur les dernières semaines, les derniers mois sur les marchés. Ce qui nous permet de comprendre un petit peu plus également que même quand le marché est en surchauffe, même quand le marché est survalorisé, s'il y a plus de gens pour acheter que de gens pour vendre, vous allez continuer de monter. Donc c'est là où c'est important de comprendre aussi la puissance des flux. De la même manière, votre marché a beau être peu cher et avoir de la value partout, s'il n'y a pas du tout de cash qui est libre pour s'investir sur les marchés, eh bien vos titres ne remonteront pas. Donc il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, on a besoin que les gens investissent, on a besoin de cet argent frais également qui rentre sur les marchés pour donner ces impulsions haussières et participer à la tendance. Mais là, évidemment, c'est tronqué puisque c'est en cumulé. Donc sur les 12 dernières années, évidemment, en tout en cumulé, on a 450 milliards. Mais vous avez eu une année potentiellement 500 milliards, puis vous avez eu des retraits, etc. Donc ils ont fait l'accumulation. Donc évidemment, quand vous regardez le graphique comme ça, et si on vous sort le graphique comme ça sur Internet, vous vous dites... c'est impressionnant, c'est énorme, voire même vous vous dites c'est trop, c'est la bulle, c'est l'explosion, on ne va pas s'en sortir. Et ça, il faut le remettre dans le contexte bien entendu, c'est-à-dire que si on regarde les 5 derniers mois, évidemment sur les 5 derniers mois, vous avez largement que des entrées, donc c'est normal qu'on soit sur un solde positif. Sur les 12 dernières années, il y a eu quand même pas mal de zigzags, donc on a eu des rentrées, des sorties, etc. Et ça, c'est juste le cumul. Donc c'est important de le comprendre. Et du coup, pour le comprendre, il y a un autre graphique qu'il faut regarder, qui est beaucoup plus intéressant. Et donc celui-ci, il va bien vous montrer en fait les rentrées d'argent. Et on voit que finalement les rentrées 2021, elles ne sont pas si exceptionnelles que ça, entre guillemets, parce qu'éventuellement 2013, vous l'avez eu, on l'avait eu également sur 2009-2010, après le premier rebond, 2006 et 2004. Mais quand vous voyez, quand ils font les 12 dernières années, ben forcément vous avez des retraits qui ont eu lieu en 2008, en 2010, des retraits en 2011 également, on a eu des retraits en 2016 et d'autres retraits également sur l'année 2018 comme on a pu en parler en début de vidéo. Donc voilà, vous voyez un petit peu que suivant quand est-ce qu'on fait commencer la stat, évidemment que les montants vont vous paraître énormes. Mais derrière, quand on met les choses d'une manière graphique comme il faudrait par rapport à la stat qu'on est en train de visionner, bah, tout de suite on voit que en effet 500 milliards c'est important, mais ce n'est pas non plus historique. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a ces mouvements-là, c'est des mouvements quand même de reprise de cycle. Hein. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est qu'on valide bien en fait
qu'on a des montants qui s'injectent sur les actions en termes de retour de cycle. Et ça, on l'a également quand on regarde un petit peu les cycles, on comprend et on voit bien que ce cycle-là, on redémarre. Alors peut-être que les cycles économiques vont devenir de plus en plus courts à l'avenir, mais en l'occurrence, on voit que le marché a fait comme il a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'on rejoue comme si c'était un nouveau cycle, et on rejoue dans cette réouverture, en fait, la reprise d'un cycle post-crise, récession, etc. Donc, vous avez l'énergie, vous avez les banques, les financières, les matériaux, matières premières, etc. Bien entendu, la value également, surtout les petites caps value qui sont pas mal remontées. Bref, tout ça, c'est des trends en fait de reprise de cycle. Vous avez même les foncières qui sont en train de reprendre. Donc, on voit ici sur ce graphique-là, sur les 4 dernières semaines, en fait, les surpondérations des gérants sur les différentes classes d'actifs, sur les différents secteurs d'activité. Et on voit qu'ils sont un petit peu sortis de la tech, etc. Donc il faudra voir le prochain rapport, mais on verra certainement qu'ils sont revenus un petit peu sur de la tech, et on verra les choses se niveler. Mais globalement, ce que l'on a fait, c'est continuer de jouer la rotation sectorielle sur ces niveaux-là. Et dernier graphique que je vais vous proposer, c'est l'allocation. Donc c'est l'allocation au niveau des actions dans les portefeuilles. Là encore, on parle des portefeuilles des gérants, qui sont évidemment les portefeuilles de clients, etc. Mais donc ce que l'on voit, et c'est intéressant, et c'est un biais contrarien également, c'est de voir qu'en gros, on n'a jamais eu autant d'actions dans les pondérations de portefeuille. Alors, dans l'avis contrarien, on se dirait, oulala, c'est la bulle, c'est la fin, etc. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On n'a aussi jamais eu des taux aussi bas, et donc l'obligataire qui rapporte rien. Et donc finalement, les gérants et les clients n'ont jamais eu aussi peu le choix de leurs investissements. Donc à comparer avec les années précédentes, même si vous aviez en effet des niveaux de marché qui étaient similaires, vous aviez quand même encore des taux qui étaient assez élevés, de manière à pouvoir, si vous vouliez éviter de prendre du risque, quand même être rémunéré en conséquence de manière intéressante. Ce qui fait qu'on avait quand même une part d'obligation qui pouvait être un petit peu plus supérieure. Et donc là, clairement, comment il faut le comprendre ce graphique-là? C'est pas du style en mode contrarien pur, se dire tout le monde a des actions, donc c'est pas bon. Alors on peut se le dire, bien entendu, mais c'est aussi remettre les choses dans leur contexte, de se dire qu'on est dans une période où en fait il n'y a pas vraiment le choix globalement. En plus, vous avez l'euphorie, en plus ça rapporte, et donc on a une volonté de prise de risque pour jouer la réouverture, etc. Donc forcément, on arrive à ces niveaux de proportion-là. Donc ça, voilà, quand on regarde ces graphiques-là, bien entendu, il y a toujours deux façons de voir les choses, et vous aurez, selon les interlocuteurs, etc., des personnes qui vous diront bah, ça c'est baissier, etc. Moi je pars du principe que voilà, il faut prendre un petit peu du recul, se demander d'abord qu'est-ce qu'on est en train de regarder, est-ce que c'est la bonne façon de le regarder, est-ce que c'est le bon type de graphique à regarder, parce que si on regarde les choses comme ça, eh ben, vous voyez tout de suite comment vous pouvez avoir une vue complètement erronée de la réalité, et la réalité c'est ça. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous faire un petit commentaire par rapport à ce dernier rapport de Bank of America, que je trouve toujours très intéressant, avec des graphiques qui sont intéressants, mais de la même manière, il faut toujours essayer d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu plus loin, et d'essayer de comprendre, plutôt que le premier degré d'un graphique, essayer de voir comment c'est calculé, qu'est-ce que ça veut vraiment nous dire, et éviter de faire des conclusions hâtives. C'est ça vraiment ce que l'on voit en permanence sur les réseaux sociaux, etc. C'est que tout le monde va vous triturer les graphiques, va le faire commencer là où ça l'arrange pour évidemment argumenter son discours. Donc c'est important de toujours reprendre et de ne pas croire constamment tout ce que vous voyez, hein, y compris ce que je peux vous présenter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos également auprès d'autres personnes que ça pourra aider. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.